Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Hier, les sénateurs ont entamé l'examen du projet de loi qui doit permettre la création de la BPI, la Banque publique d'investissement. Ce texte a déjà été adopté par les députés à l'Assemblée nationale. Devant les sénateurs, Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, a expliqué que la BPI ne pourrait pas sauver toutes les entreprises, que ce n'était pas une baguette magique, mais que la BPI serait le porte-avions du pacte de compétitivité. Comme vous le savez, eh bien, la BPI doit regrouper plusieurs structures déjà existantes comme Oseo ou encore le FSI, le Fonds stratégique d'investissement. Sans surprise, la majorité ici du Sénat devrait se prononcer en faveur de ce texte. En revanche, l'UMP votera contre le projet de loi et les centristes devraient s'abstenir. Le vote devrait intervenir aujourd'hui en fin de journée. Ce matin, je vous propose de revoir la séance d'hier soir. Bonne matinée à tous. Nous reprenons donc la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à la création de la Banque publique d'investissement. Et nous en arrivons donc à l'article 1er avec des demandes de prise de parole de M. Colomba. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Parmi les conséquences de la crise financière, qui, je le rappelle, n'est pas un châtiment divin, mais le produit d'une politique opiniâtre menée en France et dans la plupart des pays développés depuis plus de 30 ans. Parmi ces conséquences, le délabrement du système de financement des collectivités territoriales avec la chute de la maison Dexia, des difficultés de financement des entreprises constituant l'essentiel de notre tissu économique. Globalement, le flux de crédit en direction des petites et moyennes entreprises a baissé de 20% depuis le début de la crise et de 40% s'agissant des entreprises récemment créées. Le tout agrémenté d'un durcissement des conditions d'emprunt, taux y compris. La courbe du chômage, il suffit de la regarder, en donne la photographie. La création d'un pôle financier public puissant, d'une vraie banque publique, aurait pu être une réponse globale à ce problème global, le signe de la volonté du gouvernement de reprendre la main. Sauf que, défrisant les banques privées qui apprécient la concurrence dans l'exacte mesure où elle leur permet d'assurer leur monopole, ce projet ne pouvait pas plus entrer dans les schémas du libéralisme de gauche que du libéralisme de droite. Résultat, si on attend toujours la mise en place d'un système pérenne de financement des collectivités territoriales, cette banque publique d'investissement réalisée par emboîtement des pièces du logo existant, la réunion de CDC Entreprises, d'Oseo et du Fonds stratégique d'investissement, sans fonds propres supplémentaires, telle est donc la BPI. Le gouvernement en attend une capacité d'engagement sous forme de prêt ou de prise de participation de l'ordre de 70 milliards, si j'ai bien lu, sauf que si actuellement la réunion des trois pièces du Lego représente une capacité d'engagement de l'ordre de 50 milliards d'euros, cette capacité, elle est déjà utilisée. Par rapport au dispositif actuel, donc, la capacité supplémentaire d'intervention de la BPI sera tout au plus de 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros qui devraient être atteints en 2 ans, si j'ai bien lu, à raison de 10 milliards par an. Si on pense que, outre son soutien aux catégories d'entreprises déjà citées, les petites et moyennes entreprises, etc., la BPI aura pour mission, je cite, de stabiliser l'actionnariat des grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française, avouez que ça l'a fait un peu juste. Question, comment, sans apport de fonds propres supplémentaires, la simple réunion de 3 structures existantes peut-elle donner une capacité de prêt 40% supérieure à la somme des capacités de chacune? De plus, en améliorant le ratio prudentiel de l'ensemble. Un miracle presque aussi miraculeux que la création de valeur par la bourse et la spéculation. La BPI pourra bénéficier de 10 milliards d'euros de la collecte du livret de développement durable, laisse-t-on entendre, mais quand et au détriment de quels investissements? Les investisseurs se précipiteront, rassurés par la solidité de la BPI, nous dit-on. Sauf que
Et on le voit bien avec les collectivités territoriales, dès qu'on dépasse le court terme, les investisseurs préfèrent souvent les taux élevés à la sécurité qui rapporte peu. Faut-il compter sur la mise en synergie d'entités jusque-là séparées? On aimerait le croire. Mais alors pourquoi empiler les pièces, chacune continuant à exercer son métier d'origine, avec les mêmes moyens et les mêmes personnels, au lieu de les fondre en une entité nouvelle, ce qui aurait permis une approche à la fois globale et individualisée des dossiers. Pendant que nous briguons le prix du concours Lépine de la Banque de Suède, la KfW allemande, plusieurs fois évoquée ce matin, avec un bilan de 500 milliards d'euros, réalisant des bénéfices considérables, joue avec succès outre-Rhin son rôle de pôle financier public. Vous resterez certainement célèbre, Monsieur le Ministre, pour avoir dit que la BPI était le porte-avions du pacte de compétitivité. Craignez que sur la mer de la compétitivité, face au cuirassier de la Deutsche Marine, il manque quelques tonneaux à votre porte-avions. Je sais bien, un porte-avions de poche vaut mieux que rien du tout, mais une occasion manquée reste une occasion manquée. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Richard Yung. Merci, Monsieur le Président. Je ne résiste pas à vouloir dire à mon ami Colomba que l'exemple n'est pas très, me semble-t-il, pas très bon, parce que précisément, l'Allemagne n'a pas de porte-avions. Donc, je pense que la métaphore, elle n'a pas plus de cuirassé, d'ailleurs. On lui reproche d'une certaine façon. Bon. Oui, nous avons quand même 60 ans d'écart. Hein. On peut quand même, les choses ont bougé. Monsieur le Président, puisque nous sommes sur l'article 1, je voulais intervenir sur un point spécifique dans les missions qui sont affectées, données à la BPI, c'est celui de l'internationalisation. Les autres aspects sont peut-être plus classiques, création, renforcement en fonds propres, financement, etc. L'aspect internationalisation, je crois, mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Parce que le fond du problème, il est bien d'amener un certain nombre de PME à l'exportation. Une de nos grandes faiblesses, nous le savons, de nombreux rapports ont été faits là-dessus, c'est le fait que nos PME de taille insuffisante, insuffisamment innovantes, insuffisamment équipées pour aller à l'exportation, sont absentes et c'est ce qui explique une partie du déficit que vous connaissez tous. L'objectif du gouvernement étant de réduire ce déficit à zéro, au moins pour la partie hors énergie, dans les 5 prochaines années, nous avons du pain sur la planche. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, l'encouragement aux PME à exporter, il passe par un établissement public administratif qui est UbiFrance. UbiFrance a des racines en France, si j'ose dire, et des feuilles à l'étranger. Les racines en France, c'est en fait les liens qu'UbiFrance a avec les chambres de commerce régionales ou chambres de commerce départementales, qui aident UbiFrance à choisir, à sélectionner des PME à potentiel d'exportation, soit sur certains pays, soit sur certains produits, soit sur les deux. Et c'est un accord, en quelque sorte, une convention entre les chambres de commerce et UbiFrance. On voit que la BPI vient dans ce dispositif et assurera les financements qui ont été évoqués, soit financement du cycle de production, soit en fonds propres. La question, évidemment, qui vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on va fondre ces différents dispositifs? Est-ce qu'on va simplement faire en sorte que les antennes régionales, les bureaux régionaux de la BPI passent des accords, des conventions avec les chambres de commerce et d'industrie? Est-ce qu'on les rapproche un peu plus? Est-ce qu'on fusionne UbiFrance avec la BPI? Autrement dit, est-ce qu'on amène l'établissement public UbiFrance dans la BPI? Ce qui serait quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être regardé.
À l'étranger, les choses sont un petit peu plus compliquées, puisque la UbiFrance a son propre réseau, a à peu près 80 bureaux de représentation, qui travaillent dans un certain nombre de cas, dans une vingtaine de cas, avec les chambres de commerce, et dans les autres cas, travaillent seuls. Je pense qu'il y a là aussi quelque chose à regarder, Monsieur le Ministre. C'est une occasion. Est-ce que ce n'est pas précisément l'occasion d'avoir, au fond, un guichet unique de l'aide aux entreprises, de l'aide aux PME à l'étranger, c'est-à-dire qu'on y regrouperait UbiFrance, la BPI, dans certains cas les chambres de commerce et d'industrie, si elles le souhaitent, puisqu'elles sont de droit local, elles peuvent décider comme elles veulent, et peut-être d'autres institutions financières, je pense au FASEP, qui est le fonds de l'AFD, qui sert à doter les entreprises en fonds propres à l'exportation. Je crois que le moment est le bon pour ouvrir le débat sur cette question. Ce n'est pas dans le débat direct de la loi que nous sommes en train de discuter, mais cela viendra très vite après et j'attire votre attention sur ce point, je crois, important. Merci, mon cher collègue. La parole est au président Thierry Foucault. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Par cette intervention sur article, je voudrais faire retour sur une question importante, celle du lien entre épargne défiscalisée et développement économique. Alors, la loi de modernisation de l'économie a ouvert, vous le savez, la voie à la banalisation du livret A. Celle du livret de développement durable étant acquise dès l'origine de la création de ce produit d'épargne défiscalisée. Pas évoquer trop longuement ce que l'on attendait de cette ouverture à la concurrence, notamment en matière de distribution du placement financier préféré des Français, et de ne pas rappeler les déclarations de l'époque de certains qui voyaient dans cette ouverture bien des choses. Ne pas rappeler donc ici les mots de Madame Lagarde sur le bonheur que les épargnants pourraient trouver à disposer de 40 000 agences bancaires pour souscrire un tel placement au lieu des 22 000, mais je vais me contenter de l'essentiel. C'était en effet là un argument fallacieux et de surcroît incomplet puisqu'il négligeait la collecte des banques en ligne, ce qu'elle n'aurait décemment dû oublier, bien sûr, dans sa démonstration. C'est, je dirais que laisser dans le champ réglementaire la question de la centralisation du livret A et du livret de développement durable a permis, dans les faits, qu'une part croissante de l'épargne défiscalisée rémunérée à 2,25% net d'impôts et de contributions sociales échappe au fonds d'épargne mis en place par la Caisse des dépôts et consignations et viennent alimenter je dirais, les ressources ordinaires des établissements de crédit pour leur activité ordinaire. Alors, le problème est que le relèvement récent des plafonds de versement sur les deux livrets a sensiblement dopé la collecte qui dépasse aujourd'hui les 325 milliards d'euros, dont d'ailleurs 85,6 milliards au seul titre du LDD, et que l'épargne non centralisée se situerait aux alentours de 135 milliards d'euros. Alors, une somme qui représente, ou peu s'en faut, 3 fois plus que l'actif de la future BPI, 2 fois le déficit de l'État pour 2013, et j'en passe, en termes de comparaison. Une somme dont les banques font aujourd'hui usage, et usage dans le cadre de montage financier, qui certes sollicite les ressources tirées du livret A et LDD, mais ne doivent sans doute pas participer des critères que nous nous apprêtons à appliquer pour les engagements de la BPI. Nous sommes donc, avec cet article 1er, face à un choix clair, ou bien nous créons les conditions d'une montée en charge rapide de la BPI capable de répondre aux attentes des entreprises, fondamentalement orientées sur des besoins de liquidité et de trésorerie immédiate, mais aussi désireuses de trouver le partenaire financier de leur développement. Alors, où nous sommes, en présence d'une banque dont le nom sera quasiment usurpé, puisqu'elle ne serait pas dépositaire de la qualité d'établissement de crédit, avec tous les droits, bien sûr, que cela implique. Alors, nous pouvons renforcer la BPI si la loi lui permet, dans le cadre de la discussion en cours et jusqu'au terme des conclusions de la commission mixte paritaire, de bénéficier de l'apport d'une partie significative
de la collecte des livrets défiscalisés. Je sais que cela est plus ou moins prévu et qu'une enveloppe de 10 milliards d'euros issue du fonds d'épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations va alimenter rapidement la banque. Mais le problème est que cela représente à la fois le produit de la collecte nouvelle constatée depuis le début de l'année, et je dirais singulièrement depuis l'augmentation des plafonds des 2 livrets, et la moindre consommation des sommes prévues en principe pour financer la politique du logement social et bien sûr celle de la ville. Je fais ici observer que l'article L221.5 du Code monétaire et financier indique expressément que, je cite, les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements en financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations. Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces 2 livrets et non centralisés. Fin de citation. Alors, posons-nous la question, mes chers collègues, l'utilisation prioritaire des fonds non centralisés de la collecte du livret A, comme de celle d'ailleurs du LDD, n'a-t-elle pas à voir avec les objectifs que nous assignons à cette nouvelle banque publique d'investissement? Pour notre part, nous répondons par l'affirmative. Merci, mon cher collègue. Nous en arrivons à la discussion des amendements et de 22 amendements en discussion commune. Nous commençons par l'amendement 64 rectifié de M. Colomba. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, sa formulation est assez simple. Donc, la SA BPI Group est un groupe public au service de l'emploi et de l'égalité des territoires pour le financement et le développement des entreprises de taille intermédiaire, des petites et moyennes entreprises, des très petites entreprises, des entreprises innovantes. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'État et les régions. Alors, j'ai conscience qu'il s'agit d'un amendement complètement en décalage par rapport à la plupart des autres. Le premier objet de cette nouvelle rédaction est de placer l'emploi au centre des préoccupations de la future banque publique. Le soutien aux PME, PMI, aux entreprises innovantes, améliorer la compétitivité n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour réduire le chômage qui a explosé depuis le début de la crise, plus 1 million de chômeurs de catégorie A depuis la fin de l'année 2007, plus 53%. Pour l'ensemble des catégories A, B et C, on marche à grands pas vers les 5 millions de sous-employés. Cela devrait quand même donner à réfléchir sur les urgences. Il s'agit donc du soutien à l'ensemble des entreprises et pas seulement à celles actuellement exportatrices, même si un effort tout particulier, comme ça a été répété, doit être fait dans leur direction. En effet, si les PME, PMI sont à l'origine de 80% de l'emploi, elles représentent 18% seulement du chiffre d'affaires de la France à l'exportation et un nombre d'entreprises de quelques pourcents. Si augmenter leur nombre est absolument indispensable au redressement de notre balance commerciale, oublier les autres serait une catastrophe pour l'emploi. Contrairement aux idées reçues, une balance excédentaire ne suffit pas à assurer le plein emploi. J'ai conscience d'être parfaitement hétérodoxe. L'autre objectif prioritaire de la BPI est clairement le développement et l'égalité des territoires, ce qui justifie pleinement l'implication des régions, dont c'est une compétence essentielle. S'il y a un ministre à l'égalité des territoires, il devrait y avoir une politique de l'égalité des territoires. Dire que la BPI, je cite, agit en appui des politiques publiques conduites par l'État et les régions, résume ses objectifs et laisse la porte ouverte à toutes les initiatives utiles, sans qu'il soit besoin de décliner ce que sont ces politiques. S'enfermer dans un catalogue de politiques sectorielles présente l'inconvénient soit d'alourdir les procédures et d'interdire des interventions indispensables en termes d'emploi, si les prescriptions sont impératives, soit d'alourdir inutilement le texte si ces prescriptions ne sont qu'indicatives, pour ne pas dire décoratives. Sur ce plan, par sa simplicité, la rédaction initiale du projet de loi, qui était beaucoup plus court, était beaucoup plus satisfaisante. Cette nouvelle rédaction représente en quelque sorte un retour aux sources. Merci. Amendement numéro 24, c'est M. Foucault qui le défend. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.
Accorder la qualité d'établissement de crédit à la BPI Group est de toute évidence le choix le plus économe et bien sûr le plus pertinent que nous puissions faire pour le plein déploiement des capacités et des potentiels du choix que nous allons produire en créant cette structure après adoption de ce projet de loi. Nous savons pertinemment que la proposition a été rejetée à l'Assemblée nationale, notamment au motif que l'une des structures regroupées sous le chapeau de la nouvelle entité, à savoir Oseo SA, était déjà dotée de la qualité d'établissement de crédit et parfaitement en situation de se refinancer sur les marchés financiers comme n'importe quel établissement de crédit. À la nuance près, et il s'en faut ensuite de plusieurs millions d'euros en intérêts versés, qu'Oseo n'a pas tout à fait la qualité de signature que peuvent avoir les deux parties prenantes de BPI Group, c'est-à-dire l'État et la Caisse des dépôts, dont la capacité de refinancement est autrement plus significative. Un exemple d'ailleurs nous est donné par l'actualité récente. Oseo a mené récemment une émission de titres obligataires pour un montant de 4 milliards d'euros, qui a été entièrement souscrite par des fonds chinois, moyennant une rémunération de 3%. Oseo, de fait, doit supporter à la fois la rémunération de ce taux d'intérêt et en même temps prévoir une provision pour risque de change, donc deux facteurs qui ne peuvent manquer de relever d'autant les emplois qui seront associés à la ressource obligataire, je dirais, ainsi constituée. Alors permettez-moi à ce stade de la réflexion d'indiquer pour le coup que la Banque centrale européenne, qui a maintenu son taux directeur à 0,75, pourrait sans doute aller un peu plus bas encore, puisque des pays comme le Japon ou l'Angleterre sont à 0% et que le taux de la Fed navigue entre 0 et 0,25%. Toujours est-il que nous devons rechercher, je pense que c'est le but pour la BPI, la solution la moins coûteuse, bien sûr en termes de ressources, permettant de préserver en garantie comme en retour sur liquidité les actifs que va notamment apporter le FSI dans la constitution de la banque. Plus près de la BPI sera donc alimenté par des ressources proches du taux directeur de la BCE, plus faibles seront les coûts éventuellement occasionnés par les choix d'engagement de la banque et ceux de la bonification, bien sûr, des prêts accordés. Alors en bout de chaîne, un entrepreneur disposant d'un emprunt dont le taux d'intérêt serait de 2% au lieu de 5 ou 6 sera plus à même de développer effectivement son entreprise. C'est bien sûr pour faciliter l'allègement du coût de la ressource que nous ne pouvons que revendiquer une telle mesure. Merci. Amendement 43 de Madame Lienman, il tombe. Amendement numéro 25, qui le défend? Monsieur Foucault. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Avec cet amendement, nous demandons tout simplement de préciser que la BPI ne soutient simplement l'emploi, mais la création d'emplois et le développement des qualifications. Cet amendement porte donc une exigence nouvelle par rapport au texte de l'Assemblée, en insistant bien sûr sur la formation et la préservation des compétences, qui sont bien sûr des atouts majeurs des travailleurs au service de l'économie. Merci. Amendement numéro 14 de la Commission. Monsieur Bourquin. L'article 1er indique que la BPI a pour mission d'aider les entreprises à se financer à tous les stades. Innovation, développement, transmission, internationalisation, mais les députés ont omis d'indiquer que la phase de création. Et cet amendement répare cet oubli. Merci. Amendement 59 rectifié de Monsieur Bourquin, mais qui se distingue seulement par le prénom. Il n'est pas là, donc il tombe. Amendement 26, c'est Monsieur Foucault qui le défend. Oui, merci Monsieur le Président. Nous avions déposé cet amendement lors de la première lecture du texte devant l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, mon collègue, le député Nicolas Sansu, rappelait qu'il traduisait une des propositions du projet socialiste pour 2012 qui avait été rédigé par M. Bachelet et vous-même, je crois, Monsieur le Ministre. Proposition selon laquelle la BPI devrait
s'appuyer sur l'expertise des services d'accompagnement des entreprises de la Banque de France. Alors, par cet amendement, nous souhaitons préciser dans le texte du projet de loi que la Banque publique d'investissement bénéficie de l'expertise de la Banque de France, notamment en tant qu'organisme externe de l'évaluation du crédit. Vous aviez, Monsieur le ministre, objecté que, d'une part, cet amendement était déjà satisfait par les textes existants, et notamment par l'article L. 144.1 du Code monétaire et financier, qui prévoit l'accès de tous les établissements de crédit aux fichiers bancaires des entreprises de la Banque de France. D'autre part, que Oseo bénéficiant déjà de cette expertise, la BPI en bénéficierait à travers lui. Alors sur le premier point, comme vous en convenez en développant le second, il y a une différence sensible entre l'accès à un fichier et le fait de pouvoir bénéficier de l'expertise de femmes et d'hommes qui, au plus près des territoires, sont des spécialistes dans les questions de la médiation de crédit ou de la cotation de bilan. Sur le second point, au regard des missions de la BPI et de la complémentarité de ces différentes composantes, on comprend mal pourquoi Oseo, sous sa forme BPI, serait le seul à bénéficier d'une telle expertise. Enfin, nous voudrions répéter l'importance de tout mettre en œuvre pour préserver le tissu de la Banque de France, bien sûr, sur l'ensemble du territoire. Nous avions eu déjà l'occasion, lors du débat sur le crédit à la consommation et l'endettement, de dénoncer les effets dévastateurs du plan Noyer, qui est une attaque frontale et violente contre l'emploi et les activités du réseau, car l'ancrage local des missions de la BPI ne peut se passer de ces structures qui existent et fonctionnent dans notre pays. Merci. Amendement numéro 15, au nom de la Commission, Monsieur Bourquin. C'est un amendement rédactionnel. L'alinéa 5 dispose en effet que la BPI intervient en soutien des secteurs d'avenir et qu'elle investit de manière avisée pour financer des projets de long terme. Cet alinéa rapproche donc deux idées qu'il est souhaitable de conserver, mais qui n'ont pas de rapport entre elles. Il est donc préférable de séparer les deux membres de phrase, le soutien des secteurs d'avenir, et renvoyer à l'alinéa 6. Merci. Amendement 16, Monsieur le rapporteur. Là aussi, il s'agit encore d'un amendement rédactionnel. Il propose une rédaction pour l'alinéa 6 qui regroupe les dispositions des alinéas 5, 6 et 8 qui les expriment de manière plus eurocompatible. Par ailleurs, la référence aux zones urbaines défavorisées est renvoyée à l'article 3A. Excusez-moi. Merci. Amendement numéro 11, Monsieur le Président Placé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à compléter l'article 1er concernant les objectifs de la Banque publique d'investissement. À l'Assemblée nationale, le texte a été enrichi par sa dimension écologique, mais nous pourrions considérer qu'il reste encore incomplet. À son alinéa 7, le projet de loi énonce que la BPI a vocation à mettre en œuvre la transition écologique. Donc nous considérons que l'expression « et la vocation à » est assez ambiguë ou faible, donc nous souhaiterions qu'on affirme clairement que la BPI apporte son soutien. Cela ne fait pas une grande différence dans le fond, bien sûr, mais certains doutes d'ordre sémantique. Et par ailleurs, le groupe écologiste souhaite ajouter à la transition écologique l'aspect énergétique. Là encore, nous pourrions croire que c'est implicite, mais il vaut mieux, comme le disait un grand ministre des Relations extérieures, il vaut mieux que les choses soient dites explicitement. La transition énergétique renvoie bien sûr aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique des secteurs essentiels à développer et à financer via la BPI, tandis que la transition écologique englobe des projets peut-être plus larges. Étant donné les engagements européens de la France pour les climats et les énergies renouvelables, il me semble important de préciser que la BPI soutient donc la transition énergétique. Cet amendement me semble tout à fait raisonnable et plus complet que le deuxième amendement que je propose sur le même sujet de repli. Et évidemment, si cet amendement était adopté, l'autre tomberait, j'imagine, ou alors auquel cas je retirerai. Donc je fais la présentation commune, si le Président en est d'accord. Merci, Monsieur le Président. Amendement numéro 17 de la Commission rédactionnelle, Monsieur le rapporteur. Purement rédactionnel. Merci. Amendement 10, Monsieur le Président Placé. Il est défendu.
Amendement 18, monsieur le rapporteur, au nom de la commission. Purement rédactionnel aussi, le contenu de l'alinéa 8 a été transféré à l'alinéa 6. Merci beaucoup. Amendement 58 rectifié, qui le défend? C'est monsieur Colomba. Vous avez la parole. Il est défendu. Merci. Amendement numéro 12, toujours du président Placé. Oui, merci Monsieur le Président. L'égalité entre les territoires doit être une priorité du gouvernement. Aussi, je crois que la BPI doit être vigilante au respect de cet engagement. À l'heure actuelle, seules les zones urbaines défavorisées sont explicitement visées. Or, bien que les entreprises situées dans ces zones doivent incontestablement entrer dans le champ d'action de la BPI, celle-ci ne doit pas omettre la situation difficile de l'activité économique dans les zones rurales. Les capacités de financement de la BPI peuvent permettre d'aider des projets d'avenir dans des villes où l'activité est en berne et le chômage en hausse constante. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose d'ajouter les zones rurales aux zones urbaines défavorisées pour les actions de soutien de la BPI. Merci beaucoup. Amendement 57, qui le défend? Monsieur Patient. L'alinéa 8 de l'article 1er met l'accent sur le soutien de la BPI au développement des entreprises dans les zones défavorisées. Il convient d'y ajouter les collectivités d'outre-mer qui présentent à bien des égards les mêmes caractéristiques que ces zones. Leurs économies sont les plus fragiles de France et leurs entreprises connaissent les plus grandes difficultés à lever des fonds et obtenir des prêts, ne disposant pas par ailleurs de toute la panoplie des offres dont disposent les entreprises de métropole. Et pourtant, les bonnes volontés ne manquent pas. Les potentiels de ces territoires ne demandent qu'à être exploités afin de parvenir à un développement endogène. Pour parler de mon département, la Guyane, les ressources ne manquent pas et les filières productrices non plus, agriculture, pêche, mine, tourisme, aquaculture. Merci. Amendement 27 rectifié. Monsieur Foucault. Oui, merci Monsieur le Président. Il est identique à l'amendement numéro 12 qui a été défendu par Monsieur Placé en ce qui concerne les zones rurales. Je crois que ce n'est pas la peine que je m'étende et je crois savoir d'ailleurs qu'il sera satisfait si le numéro 12 est satisfait. Merci. 61 rectifié. Monsieur Colomba. Deux mots sur cet amendement qui apporte donc la mission de la BPI à apporter son soutien à l'équilibre dans l'aménagement économique des territoires et à l'égalité territoriale. Car dans l'idée souvent de compétitivité, développement de la compétitivité, il y a l'idée que il y a des fractures, qu'il y a des gens qui sont compétitifs et d'autres pas, et que c'est une dynamique qui est en fait une dynamique qui entretient l'inégalité. Donc l'idée, c'est que la BPI, en défendant la compétitivité, défend la compétitivité de tous les territoires. Cet effort ne doit pas porter sur quelques régions en pointe ou privilégiées, mais il doit y avoir un processus qui tire l'ensemble vers le haut. C'est pourquoi donc, c'est le pourquoi de cet alinéa précisant les missions de la BPI. Merci. 28 rectifié. Monsieur Foucault. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, oui, vous savez que le Sénat, représentant des collectivités territoriales de métropole et des Outre-mer, manifeste, et cela au travers de plusieurs amendements, son intention, au demeurant légitime, de ne pas voir nos compatriotes ultramarins, leur économie, leur société, oubliées dans le cadre de la mise en place de la Banque publique d'investissement. Alors nous partageons évidemment les préoccupations de nos collègues qui sollicitent une représentation particulière de leur collectivité dans les instances décisionnelles comme consultatives d'ailleurs, qui se mettent en place avec la création de la BPI. Il nous a semblé donc utile d'apporter quelques précisions indispensables à la mise en œuvre des actions de la banque, quand bien même d'autres acteurs publics interviendront d'ores et déjà en direction des tissus économiques ultramarins. C'est l'objet de l'amendement que nous présentons, à savoir relever le défi du développement économique et social de nos outre-mer peut constituer l'une des priorités de l'action de la future Banque publique d'investissement. C'est le sens, bien sûr, de cet amendement. Merci. Vous défendez le 29, Monsieur Foucault? Je vous remercie, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Et évidemment, avec cet amendement 29, on pourrait se demander ce que vient faire cet amendement de notre groupe au sein de cet article 1er,
mais je dirais, il va sans dire que nous ne pouvons que rappeler ici quelques données de fond. La Banque européenne d'investissement est l'un des instruments financiers de l'Union européenne, de plus en plus spécialisé depuis l'adoption de la stratégie de Lisbonne dans le financement des PME par le biais du capital risque. Elle dispose d'une surface financière qui est loin d'être, je dirais, inexistante, plus de 230 milliards d'euros de capital, près de 400 milliards d'euros d'engagement, et d'ailleurs se consacre donc singulièrement au développement régional et à la croissance des PME. C'est là, précisément, ce que recoupe, me semble-t-il, l'activité déclarée de la Banque publique d'investissement, et la BEI est d'ores et déjà un partenaire de ZEO, à qui elle a accordé des lignes de crédit et participe à des fonds mis en place en commun avec le Fonds stratégique d'investissement CDC Entreprises et OSEO. En clair, la BEI est déjà un interlocuteur naturel des entités que nous allons regrouper dans le cadre de notre Banque publique d'investissement. Il est donc, mes chers collègues, je dirais cohérent de notre point de vue que le principe de coopération avec la BEI soit établi pour la BPI, notamment dès lors que certains investissements structurants sur lesquels la banque sera amenée à intervenir ont une implication et un intérêt communautaire. Bien sûr, c'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous proposerons d'adopter cet amendement. Merci. Amendement 34 de Madame Deségaux, il tombe. Et amendement numéro 50 de Monsieur Germain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, donc en proposant de remplacer les mots dans leur projet de développement par les mots tout au long de leur développement, cet amendement vise simplement à rappeler la vocation de la Banque publique d'investissement d'intervenir aux différents stades de la vie des entreprises, qu'il s'agisse de leur création, de leur croissance, de leurs exportations ou des problèmes liés à leur transmission. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général, sur le 64 rectifié. Merci, Monsieur le Président. Je vais effectivement vous donner l'avis de la Commission des finances sur les 22 amendements qui ont été déposés à cet article premier, qui était bien sûr un article important dans ce projet de loi sur la Banque publique d'investissement. L'amendement numéro 64 de Pierre-Yves Collombat propose de fortement raccourcir l'article 1er qui définit l'objet de la BPI. Et bien entendu, je souhaite le retrait de cet amendement qui nous a paru un peu brutal. Certes, la motivation de l'auteur qui l'a conduit à proposer une brève synthèse de ce que revêt de l'action de la BPI est louable, mais l'amendement présente quelques inconvénients. Par exemple, il rejette en bloc tout le travail de l'Assemblée nationale qui a enrichi cet article en concertation avec le gouvernement. Et nous n'avons pas souhaité conduire le Sénat à ignorer cette contribution utile de nos collègues députés. Ils pourraient mal le prendre, donc défavorable. L'amendement numéro 24 du groupe CRC, je demande le retrait de cet amendement qui devrait être satisfait par les explications que le gouvernement va bien vouloir nous donner, parce que je crois que la motivation des auteurs est partagée, me semble-t-il, sur le fond par les deux actionnaires de la BPI. Et on a aussi le sentiment qu'il serait peut-être un peu gênant que le travail d'agrément qui incombe bien entendu à l'autorité de contrôle prudentiel soit pris en charge par le législateur. Donc sur le plan juridique, il y a tout de même une faiblesse dans l'amendement. Mais de toute façon, sur le fond, je crois qu'il devrait être satisfait par les explications qui vont nous être données. Mais attendons de connaître ces explications. L'amendement numéro 25, c'est une demande de retrait puisque, mes chers collègues du groupe CRC, il s'agit d'inclure la formation professionnelle en quelque sorte dans le champ d'action de la BPI. Ça paraît assez éloigné du cœur de métier de la BPI, même si on comprend la finalité et la philosophie qui est la vôtre. Et je pense que l'action de la BPI ne gagnerait sans doute pas en cohérence et en efficacité si elle devait s'élargir, voire parfois se disperser sur ces terrains-là. Donc, demande de retrait.
L'amendement numéro 14 de Martial Bourquin, c'est un avis favorable, sous réserve que l'on utilise plutôt le mot amorçage plutôt que création, puisque c'est, je crois, dans cet esprit-là que la BPI est appelée à œuvrer utilement. Et je crois savoir que le mot amorçage devrait trouver grâce auprès des rédacteurs de l'amendement. L'amendement de messieurs Bourquin et Mézard favorable, mais c'est le même, donc même exigence pour le mot amorçage. Il est tombé. Il n'a pas été défendu? Ah, il n'a pas été défendu, excusez-moi. Le 26, donc, c'est une demande d'avis du gouvernement sur cet amendement qui propose que la BPI bénéficie pour cette intervention de la parfaite connaissance des entreprises et du tissu économique que possède la Banque de France. Sur le fond, l'amendement devrait sans doute être satisfait, mais sur la forme, il ne semble pas très juridique. Revient-il par exemple à la loi de proclamer la perfection des connaissances des entreprises de la Banque de France? C'est une question qui nous a un petit peu interpellés, mais je pense que le gouvernement pourra apporter quelques précisions à ce sujet. Alors l'amendement numéro 15, on aborde là une série d'amendements portant sur la portée et également le contenu des missions de la BPI. Alors initialement, la commission des finances, pour le numéro 15 de Martial Bourquin, avait décidé de demander l'avis du gouvernement sur l'habile construction qui nous est soumise avec les amendements 16, 17 et 18, car elle conduisait à faire tomber d'autres amendements utiles. Mais en déposant l'amendement 72 au 3 bis A, le gouvernement a répondu en quelque sorte à nos préoccupations telles que nous les avions partagées à la commission des finances. Et je crois que dans ces conditions, eu égard à ce que le gouvernement propose au 72 du 3 bis A, on peut adopter l'amendement 15 ici présenté, et dès lors, j'aurais tendance à proposer un avis favorable. De la même façon que pour l'amendement suivant, le 16, pour la même raison, il me semble là aussi possible d'adopter cet amendement qui réécrit le texte de l'Assemblée nationale, qui sera complété donc par ce fameux amendement 72 du gouvernement à l'article 3 bis A, et qui mentionne les zones urbaines, les zones rurales et les outre-mer, et de ce fait répond d'une façon tout à fait explicite aux revendications qui ont été exprimées dans cet amendement, mais dans plusieurs autres à venir. Et dès lors, je pense qu'on peut donner un avis favorable. Nous n'avons pas enrichi à ce point, Monsieur le Président, nous n'avons pas enrichi à ce point, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Vous pourriez faire œuvre utile en imaginant d'autres formulations, mais peut-être que ça viendra. Tout à fait aussi, tout à fait, voilà. Je sens qu'on va faire œuvre utile. Alors, l'amendement numéro 11 de Jean-Vincent Placé, c'était une proposition de retrait au bénéfice de l'amendement numéro 10, puisqu'il nous avait semblé qu'il correspondait mieux le 10 plutôt que le 11. C'était le 10 qui nous avait semblé correspondre le mieux et nous souhaitions suggérer le retrait du 11 au profit du 10. Mais vous allez nous donner votre sentiment, mon cher collègue. L'amendement de Martial Bourquin, le numéro 17, il est utile sur le fond, mais il présente l'inconvénient de faire tomber le 10 de M. Placé, ce qui serait vraiment désagréable à son endroit. Alors peut-être qu'on pourrait aboutir à les fusionner et ainsi permettre une expression conjointe et fructueuse des deux versions. Et c'est un peu vers là peut-être qu'on pourrait vous suggérer. Ainsi fusionnés, nous pourrions les adopter tous les deux, et c'est au fond dans cette direction que je vous suggère d'aller. Donc l'amendement numéro 10, c'était un avis favorable de la Commission des finances.
mais si l'on peut dès lors le fusionner avec celui de Marshall-Bourquin, ce serait la méthode la plus efficace sans doute. Le 18 favorable, au vu du dépôt de l'amendement de l'article 3 bis A, qui satisfera les auteurs. Donc favorable pour le 18. Le 58, c'est un retrait car il est satisfait par le fameux amendement 72 du gouvernement à l'article 3 bis A. Le 12 de Jean-Vincent Placé, il est également satisfait par ce 72 du gouvernement, qui vraiment fait l'unanimité, Monsieur le Ministre. Le 57 de notre collègue Georges Patient et de ses collègues de l'Outre-mer en particulier, la Commission avait été favorable à cet amendement, mais entre-temps, le gouvernement a déposé cet amendement 72 qui satisfait cette préoccupation, tout en s'inscrivant mieux dans le texte. Donc, on vous propose un ralliement au 72 du gouvernement sur le 3 bis A. Idem pour le 27 rectifié de Mesdames Cherche, Beaufils, etc., au groupe CRC. Retrait car satisfait par le 72 du gouvernement. Le 61 de Christian Bourquin et de son collègue Mézard, retrait car satisfait, même argument. Celui de M. Vergès, pareil, retrait car satisfait. Et pour le 29 du groupe CRC, c'est un avis favorable pour cet amendement, avis favorable de la Commission des finances. Peut-être convient-il simplement de faire une légère rectification afin de dire que la BPI mène son action et non cette action. Donc c'est un petit problème rédactionnel où on remplacerait cette par son en coopération avec la BEI. Voilà. Il en reste deux. Celui de Madame Deségaux, il est tombé. Et enfin, celui de Monsieur Germain, favorable à cet amendement qui apporte une précision rédactionnelle intéressante en cohérence avec ce que doivent être les missions de la BPI. Et donc, la Commission était favorable. Voilà, Monsieur le Président, la synthèse sur ces 22 amendements. Et Monsieur le rapporteur général, avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Il sera très proche de celui du rapporteur général, Monsieur le Président. Sur le 64, en effet, nous avons passé beaucoup de temps à l'Assemblée nationale, à la demande des députés, à plutôt préciser la définition. La restreindre peut avoir ses avantages en termes d'élégance, mais je pense qu'il faut en effet respecter le travail des députés et entendre d'ailleurs le reste des amendements. Donc je suggère le retrait, sinon le rejet. Pour ce qui est de l'amendement numéro 24, là encore, il s'agit de préciser que la BPI est un groupe public qui assure les fonctions d'établissement de crédit. Je crois que c'est un amendement qui est satisfait sur le fond. Je note cependant qu'il sera utile dans le texte de préciser un moment l'articulation de la BPI avec certains instruments européens comme la BEI. J'y serai tout à l'heure favorable. Sur l'amendement numéro 25, je pense que la formulation actuelle est plus complète. Par ailleurs, je pense qu'il faut être clair sur le fait que si la BPI a vocation à faire beaucoup, elle ne peut pas tout faire. Par exemple, en matière de formation professionnelle, il y a d'autres instruments pour traiter de cet enjeu. Le gouvernement y veille notamment à travers la réflexion qu'il mène sur la pérennisation de l'AFPA, à laquelle je sais que beaucoup ici sont sensibles. Donc je demande aussi le retrait, sinon le rejet de cet amendement. Pour ce qui est de l'amendement numéro 14, ainsi que le suivant, c'est-à-dire le 59. Il y a un oubli dans le descriptif des stades de développement d'entreprise. J'y suis favorable. C'est l'idée que la BPI a vocation, en effet, à aider l'amorçage d'entreprises. Donc, Monsieur le sénateur Bourquin, je suis favorable à cet amendement-ci. Pour ce qui est du numéro 26, je pense que l'appui sur la Banque de France est garanti. Et je crois donc que cet amendement satisfait, donc également retrait pour le dit motif. Pour ce qui est de l'amendement numéro 15, c'est un amendement rédactionnel auquel je suis évidemment favorable. L'amendement numéro 16, j'y suis également favorable, car l'idée est bien de faire de la BPI un outil majeur au service des priorités nationales de développement économique.
Donc, Monsieur le sénateur Bourquin a une fois de plus mon accord et mon soutien. L'amendement numéro 11 de Monsieur Placé, qui fait tomber les amendements 10 et 17 qui suivent, recueille aussi de ma part un accueil favorable, parce que ça me paraît meilleur que celui de votre amendement 10, que celui de l'amendement 17. Donc c'est le 11 que je suggère de retenir. Donc le 17 tomberait dans cette hypothèse, ainsi que le 10, si ma suggestion a été suivie. C'était aussi celle du rapporteur général. L'amendement numéro 18, non, c'était bien ça. L'amendement 18 est traité dans le 16, mais j'y suis favorable. Pour ce qui est du 58, du 12, du 57, du 27, du 61 et du 28, tous me semblent satisfaits par le sous-amendement du gouvernement numéro 72, dont vous avez souligné vous-même la qualité. L'amendement 29, j'y suis favorable. Il s'agit de l'articulation entre la BPI et la BEI. Je suis également favorable à l'amendement numéro 50 de M. Germain et d'autres membres du groupe socialiste. Alors, allons-y. Merci, Monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix ces amendements, en commençant par l'amendement 64. Le gouvernement, comme la commission, ont demandé le retrait. Monsieur Colomba. Les références du ministre étaient la règle du jeu. Moi, ce serait plutôt les tontons flingueurs. Comme le disait le rapporteur général, c'est un peu c'est du brutal. Mais on n'est pas obligé d'aimer le kitsch. Il est retiré. Non, vous le maintenez? Alors, je vais le mettre. Monsieur le Président. Oui, je souhaitais expliquer mon vote sur cet amendement de Monsieur Pierre-Yves Collombat. Je le voterai parce qu'il est plus bref, il est plus clair. Je suis, comme vous l'avez compris tout à l'heure, Monsieur le Ministre, un agnostique de la BPI. Mais si l'on doit faire une BPI, au moins que l'on soit capable d'exprimer clairement son objet. Et je crois que la préoccupation de l'emploi, celle de l'aménagement du territoire ou de l'égalité des territoires, ce qui est l'expression actuelle, cela suffit amplement pour qualifier les vocations de la banque. Donc je salue cet effort de clarification auquel j'apporte tout mon soutien. Merci, Monsieur le Président. Je mets donc aux voix l'amendement 64 rectifié. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Amendement 24, Monsieur Foucault, il est maintenu? Il est maintenu. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption du 24? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Le 43 est tombé. Amendement 25, est-ce qu'il est maintenu, Monsieur Foucault? Il est maintenu. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption? Avis contraire? Monsieur, vous vouliez une explication de vote, Monsieur Foucault? Allez, je vous l'accorde. Je vais être court, alors je vous remercie, Monsieur le Président. C'est que la Banque publique d'investissement peut être l'un des instruments, je dirais, de redressement productif, à condition que l'on place clairement la création d'emplois et le développement des qualifications comme l'un des facteurs de croissance durable et de compétitivité. Je ne comprends pas qu'on veuille rejeter cet amendement parce que c'est pas le même champ, il faut de l'argent aussi pour la formation. Voilà. Merci. Je vais donc le mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement 25? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement numéro 14 et l'amendement 59 qui pourrait être rectifié en remplaçant le mot création par amorçage. Nous sommes bien d'accord, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président? Donc, quels sont ceux qui sont pour l'adoption du 14 rectifié? Avis contraire?
Il est adopté. Amendement 26, dont le gouvernement a demandé le retrait. Est-ce qu'il est maintenu, Monsieur Foucault? Il est satisfait. Parfait. Amendement numéro 15, qui a reçu l'avis favorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Amendement 16, même vote? Même vote. Amendement numéro 11 de M. Placet, qui a reçu l'avis favorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. L'amendement 17 tombe. L'amendement 10 tombe. Amendement 18 qui a reçu l'avis favorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption? Avis contraire? Il est adopté. Amendement 58 rectifié, dont la Commission comme le gouvernement ont demandé le retrait. Il est maintenu, Monsieur Colomba? Il est retiré. Amendement 12, Monsieur Placet. Il est satisfait par le 10. Le 57 de Monsieur Patient. Il est retiré? Il est retiré. Non, il sera... Non, par le 72, là. Ouais, par le 72, mais on n'a encore pas vu aussi le 72. Oui, non, il sera satisfait par le 72. Il n'est pas satisfait pour l'instant par le 72. Ouais. Il en est de même pour le 27, Monsieur Foucault, 27 rectifié. Idem pour le 61 rectifié. Monsieur Colomba. Amendement 28 rectifié. Monsieur Foucault, il est maintenu? Il est satisfait. Amendement 29 rectifié, puisqu'on remplacerait cette action par son action, qui a reçu l'avis favorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Le 34 est tombé. Et l'amendement 50 de M. Germain, qui a reçu l'avis favorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Je vais donc mettre aux voix l'article 1er. Pas de demande de parole. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 1er? Avis contraire? Il est adopté. Nous en arrivons à l'article 2 avec un amendement 56 présenté par Madame Durier. Il tombe. Je mets donc aux voix l'article 2. Pas de demande de parole. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Nous en arrivons à l'article 3 avec 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune, dont le numéro 1 rectifié bis. C'est M. Foucault qui le défend. Oui, merci Monsieur le Président. Nous souhaitons, par cet amendement, apporter quelques modifications à l'article 3 bis afin de faire respecter la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation. J'ai dit quoi? Alors, ah oui, afin de respecter. Oui, non, je suis bien. Un rectifié bis, Monsieur Foucault. D'accord. Oui. Oui. Ce que nous souhaitons, c'est par cet amendement apporter quelques modifications. Je vous rappelle que cette loi, comme elle le précise en son article 1er, s'applique de droit notamment aux 3 sociétés anonymes dans lesquelles l'État détient directement plus de la moitié du capital social. De plus, cette loi s'applique aux autres établissements publics de l'État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé. Nous pouvons donc considérer que la BPI, qui est une société anonyme publique sous contrôle de l'État et qui exerce une mission de service public au service du financement et du développement des entreprises, soit tenue d'appliquer les règles de la loi de 1983 en ce qui concerne la composition de son conseil d'administration. Force est de constater que le projet est en deçà des exigences démocratiques posées par cette loi que je viens de rappeler
puisque sur les 18 membres du conseil d'administration, on trouve seulement 2 représentants des salariés. Donc par notre amendement et dans le respect de l'article 5 de la loi de 1983, nous vous proposons que les représentants des salariés du conseil d'administration soient au nombre de 4 et non plus de 2. Voilà, c'est l'objectif de la présentation de cet amendement. Merci. Vous défendez le numéro 30, Monsieur Foucault? Monsieur le Président, je vous remercie. Par cet amendement, nous vous proposons de modifier la composition du conseil d'administration de la société anonyme BPI Group, car en effet, en l'état actuel du texte, sur les 8 représentants des actionnaires, 4 sont des représentants de l'État et 4 sont désignés par l'Assemblée générale des actionnaires. Or, on comprend mal cette dernière mention au regard de la constitution du capital du groupe BPI. En effet, le capital de BPI Group étant constitué à parité entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations, il semble donc logique que ces 2 acteurs et seulement eux siègent au conseil d'administration prévu au titre des actionnaires. En revanche, contrairement à l'amendement de notre président de la commission des finances, M. Marini, que nous allons examiner dans quelques minutes, nous souhaitons que les actionnaires choisissent en leur âme et conscience le président du conseil d'administration. Merci. Amendement 36 du président Marini. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la BPI naîtrait de la réunion de CDC Entreprises, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, du FSI, le Fonds de stratégie industrielle, qui a été constitué il n'y a pas si longtemps par, en particulier, l'apport de participations industrielles stables détenues par la Caisse des dépôts et consignations, et le FSI dont la gouvernance reconnaît la forte présence et même la prééminence de la Caisse des dépôts et consignations, et par ailleurs Doseo, dont la Caisse des dépôts et consignations est un actionnaire minoritaire, mais un actionnaire important. La nouvelle structure est constituée à 50-50 par l'État et la Caisse des dépôts et consignations. On nous dit que le président du conseil d'administration se trouverait être Jean-Pierre Jouyet, l'actuel directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Mais il me semble préférable, Monsieur le Ministre, d'inscrire de manière durable dans la loi une union organique entre la fonction de directeur général de la Caisse des dépôts et celle de président du conseil d'administration du nouveau groupe BPI. Pourquoi ? Parce que si l'on voyait se produire un mouvement de divergence, un mouvement centrifuge, entre la BPI et la Caisse des dépôts et consignations, on nuirait profondément, me semble-t-il, à l'unité des fonctions exercées par ce grand établissement public. Dès lors que l'actionnariat est à 50-50, et c'est le premier alinéa de mon amendement, et je le partage en effet avec M. Foucault, il me semble préférable d'abandonner des termes issus du droit commun des entreprises et de bien indiquer que l'actionnaire autre que l'État est la Caisse des dépôts et désigne en tant que tel ses représentants à l'Assemblée générale. Et s'agissant du conseil d'administration, je crois que cette présidence non exécutive est le minimum que l'on puisse faire pour assurer à la Caisse des dépôts et consignations le maintien des compétences qu'elle a dans des domaines qui demeureront très proches de ses activités. Merci, Monsieur le Président. Amendement 22, Monsieur Placet. Monsieur le Président, nous avons eu l'occasion d'évoquer l'importance de l'ancrage de la BPI dans les territoires lors de la discussion générale.
En effet, je crois que le rôle des conseils régionaux est crucial dans le fonctionnement et la gouvernance de la BPI. Les institutions locales mettent en œuvre l'action de la banque et accompagnent les entreprises sur le terrain, mais elles ne peuvent être considérées comme de simples exécutantes et doivent donc être associées à la prise de décision, puisqu'elles maîtrisent les enjeux du tissu économique local. La BPI est un outil partagé entre l'État et les régions au service des entreprises et du redressement de notre tissu industriel. Cet article confirme donc la participation des conseils régionaux au CA de la BPI et l'amendement vise à augmenter la participation des conseils régionaux de 2 à 3 membres en diminuant d'autant le nombre de représentants de l'État nommés par décret, avec tout le respect qu'on a avec les représentants de l'État. Cet amendement permettrait de rééquilibrer la représentation des conseils régionaux au sein du CA pour faire des régions un partenaire majeur de la BPI sans modifier le nombre d'administrateurs. Merci, Monsieur le Président. Amendement 47, c'est Monsieur Patient qui le défend. Oui, malgré l'engagement et la volonté du président de la République qui a affirmé que la BPI serait également implantée dans tous les territoires d'outre-mer, je le rappelle, c'était le premier de ces 30 engagements pour les outre-mer, il est regrettable que les territoires d'outre-mer ne participent pas à la gouvernance de la BPI, alors même que par leurs nombreuses particularités, elles devraient avoir une représentation à même de mieux défendre leurs intérêts au sein de ce conseil d'administration. Par expérience, on a pu constater que dans bon nombre de ces instances, conseils, les territoires d'outre-mer n'étaient pas du tout représentés. Le sort de ces territoires, qui pourtant font partie intégrante de la République, est traité trop souvent par voie d'ordonnance, privant les parlementaires d'un droit à la parole. Intégrer un représentant des régions d'outre-mer dans le conseil d'administration serait donc un signe fort envoyé aux acteurs économiques de ces territoires et par conséquent aux élus et aux populations. Cet amendement vise à y remédier. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général, sur ces 5 amendements. Merci, Monsieur le Président. Nous avons effectivement 5 amendements en discussion commune concernant cet article 3. Le premier amendement est peut-être l'un des plus significatifs puisqu'il propose une nouvelle composition du conseil d'administration. Les régions passeraient de 2 à 3 représentants, les représentants du personnel passeraient de 2 à 4, les actionnaires passeraient de 8 à 6 et le directeur général ne serait plus membre du conseil d'administration. Alors, la Commission des finances a examiné cela et en son nom, je sollicite le retrait de cet amendement qui modifierait radicalement les équilibres au sein du conseil d'administration de la société de tête du groupe BPI. Ainsi, à 6 sièges, les actionnaires seraient nettement minoritaires dans le CA, ce qui serait difficilement acceptable pour eux. 6 sur 15 pour les actionnaires à 100%, ça fait pas beaucoup. S'agissant des régions, je propose d'en rester à l'équilibre trouvé en commission mercredi dernier avec le président du CNO qui assistera aux travaux. S'agissant des salariés, par contre, je comprends tout à fait la démarche du groupe CRC car on modifie un article d'ordonnance sur Oseo relatif à un CA où les salariés chez Oseo avaient 4 représentants sur 15 au conseil d'administration. Donc certains d'entre eux peuvent avoir le sentiment d'une régression. Mais la BPI ne sera pas Oseo en réalité, qui subsiste et qui va fonctionner en tant que société. Par exemple, au FSI, les salariés ne sont pas du tout représentés au CA. Dès lors, la composition qui est proposée ici, c'est en quelque sorte un compromis entre des situations de départ et des cultures diverses. Le gouvernement pourra peut-être compléter le propos en indiquant comment les salariés seront représentés au niveau du CA du futur Oseo, filiale de la BPI. En tout cas, je demande le retrait de cet amendement. L'amendement numéro 30 propose que les 4 représentants des actionnaires qui ne représenteront pas l'État soient explicitement des représentants de la Caisse des dépôts et consignations, l'autre actionnaire à 50%. C'est un avis favorable de la Commission sur ce point, car l'amendement s'inscrit dans la réalité de ce que sera la BPI, à savoir une banque publique détenue à parité par l'État et la CDC. Donc je pense que ce n'est pas inutile, ce n'est pas superflu d'indiquer que les 4 en question sont issus de la CDC.
Il est cohérent d'ailleurs avec ce qu'a entrepris la Commission elle-même à l'article 4. Bon, je ne m'étends pas, mais je crois qu'on entendra le gouvernement à ce sujet. En tout cas, la Commission des finances était favorable. L'amendement numéro 36, donc dans sa deuxième composante, le deuxième paragraphe serait satisfait dès lors si celui que l'on vient d'évoquer obtenait satisfaction et un vote favorable du Sénat. Par contre, pour le premier paragraphe, la question est posée et nous souhaitions avoir l'éclairage du gouvernement. Est-ce que c'est à la loi de désigner le président du conseil d'administration en lieu et place des administrateurs ou des actionnaires? C'est une question où j'avais plutôt tendance à pencher pour le fait que ce soit la prérogative, comme c'est l'usage du conseil d'administration ou des actionnaires. Mais en l'occurrence, l'avis du gouvernement sera souhaité sur ce point. S'agissant de l'amendement de Jean-Vincent Placé, c'est une proposition de retrait, car on aboutirait, si il était suivi, 3 sièges pour les régions au lieu de 2. Il y aurait un déséquilibrage et dès lors, il y aura un nombre impair d'administrateurs représentant les 2 actionnaires à 50%. Et puis, surtout, l'amendement est largement satisfait par l'ajout de la Commission des finances qui a abouti à ce que le président du Comité national d'orientation, qui sera un représentant des régions, puisse participer aux travaux du conseil d'administration. Donc, plutôt le retrait. Et enfin, s'agissant de l'amendement défendu par Georges Patient, je sollicite le retrait là aussi, car en imposant que l'un des représentants des régions représente une région d'outre-mer, on introduirait une disposition très rigide dans la composition du conseil d'administration. En revanche, cette représentation explicite de l'outre-mer pourra s'envisager au sein du Comité national d'orientation de la banque, dont il sera question à l'article 4. Et donc, je pense que d'une certaine façon, ça permettra de satisfaire la revendication que comportait cet amendement. Voilà, chers collègues, l'avis sur ces 5 amendements. Merci, monsieur le rapporteur général. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Oui, je vais les prendre dans le même ordre, bien sûr. Sur la composition du conseil d'administration de la BPI, on a eu de très nombreuses et longues discussions à l'Assemblée nationale. La composition du conseil d'administration est un équilibre entre les actionnaires, les régions, les salariés, les représentants de la société civile. Et votre amendement, je partage tout à fait ce qu'a dit le rapporteur général, rompt ces équilibres. Il empêche, par exemple, les actionnaires de la BPI de disposer d'une majorité au conseil d'administration, ce qui... Voilà pour cette séance consacrée à la création de la BPI, la Banque publique d'investissement. Tout de suite, édition spéciale sur Public Sénat à l'occasion du discours de Jean-Marc Ayrault qui vient clore la conférence nationale contre la pauvreté.